Bonjour, ça me fait plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Mon nom est Pierre Bocage, je suis médecin omnipraticien au Nouveau-Brunswick à l'hôpital Tracadie-Shaila. Je vais vous entretenir aujourd'hui sur, je pense, un élément qui doit intriguer plusieurs médecins de première ligne, mais aussi les médecins en spécialité. Donc, la LP-PETIA, est-ce que c'est une curiosité biochimique? Est-ce que c'est un biomarqueur ou un facteur de risque qui est très important à considérer dans la prévention cardiovasculaire? Donc, c'est un peu dans ce sens-là que je vais vous aborder aujourd'hui. Je vous divulgue des conflits d'intérêts que j'ai avec des compagnies pharmaceutiques. Puis, donc, tel que mentionné là, dans la présentation, les objectifs, c'est de comprendre la place de la LP-PETIA dans l'analyse du risque cardiovasculaire en prévention primaire et secondaire, puis de discuter aussi des options thérapeutiques lorsque la LP-PETIA est augmentée significativement. Donc, ma présentation, j'aimerais vous faire part d'un cas clinique, puis faire un retour sur la biochimie, la génétique de la LP-PETIA, regarder certaines observations qui ont été publiées, qui sont importantes pour comprendre son rôle, puis faire rapidement un petit survol de où est-ce qu'on s'en va d'un point de vue pharmacothérapeutique là, par rapport à la LP-PETIA et aussi son potentiel à intervenir sur les événements cardiovasculaires. Je vais revenir sur le cas clinique à la fin. Donc, mon cas clinique, c'est le suivant. C'est un patient dans les 80 ans qui est hospitalisé pour une perte d'autonomie fonctionnelle. Donc, des choses qu'on voit souvent là, en médecine de première ligne. Puis, au cours de l'hospitalisation, le patient présente une syncope, il chute de sa hauteur, il se frappe la tête. Donc, à ce moment-là, on observe qu'il y a un hématome au niveau de l'arcade sourcilière et évidemment, on fait un scan. On veut s'assurer aussi qu'il n'y a pas autre chose que ce qu'on voit de l'extérieur. On constate en jasant avec le radiologue qu'il semble y avoir une microfracture paroi sinusale, quelque chose pour lequel on n'a pas beaucoup d'intervention à faire, autre que s'assurer qu'on soulage les symptômes externes puis que le patient évolue bien. Par contre, au scan, ce qu'on observe au moment même, c'est qu'il y a des lésions ischémiques cérébrales qui semblent être plus chroniques que aiguës, donc qui collent avec la leucoencéphalopathie. Donc, et ce patient-là est déjà connu un petit peu pour des pertes cognitives là, qui étaient de début. Donc, on constate qu'il y a fort probablement une composante vasculaire là, à son problème de perte cognitive. Compte tenu de l'état, aussi, perte d'équilibre, les symptômes neurologiques qui étaient présents, on l'a rescanné, donc on a refait une tomodensitométrie 48 heures plus tard. Puis, à ce moment-là, on voit clairement là, qu'il y avait un AVC ischémique dans la capsule thalamique droite. Donc, clairement, on voit un événement d'AVC qui se présentait. Rapidement, ce patient-là, je vous montre ses antécédents médicaux. Donc, on voit clairement, là, il y a un aspect de syndrome métabolique, obésité, hypertension, déjà traité pour une hypercholestérolémie en prévention primaire, diabétique sous metformin. Il y avait de la FA qui était déjà connue, qui était sous NACO, qui a été mis en hold face à la situation de chute. Puis, il était connu aussi pour une sténose de la valve aortique qui était sévère. Et donc, il y a eu un remplacement avec un TAVI. Le reste de ses antécédents là, qui ont peu d'impact là, dans la présentation du cas. Il était traité aussi pour son hypertension. Et, je le mentionne, très important, pour l'hypercholestérolémie, il y avait une dose de Crestor là, qui n'était pas maximisée là, à 10 mg. Donc, rapidement, on a fait des prises de sang. J'aimerais surtout attirer votre attention vers le bas de gauche de ma diapositive sur le bilan de cholestérol où on voit des triglycérides à 1,1, un HDL cholestérol à 0,9, des LDL cholestérol qui était à 2,0. Rappelez-vous que c'est un patient qui avait une sténose de la valve aortique antérieurement, probablement basé sur les anciens guidelines, des non-HDL à 2,5 et un ApoB à 0,82. Et par la suite, on a fait un dosage de la LP-PETIA. On était à 229 mg par décilitre, donc une valeur quand même très importante. Les imageries d'investigation complémentaires, tomodensitométrie, je vous l'ai mentionné,
Par la suite, il y a eu un bilan d'extension pour ce qui était des carotides. Donc, on a vu qu'il y avait un fardeau athéromateux qui était franchement important. Par contre, aucune sténose qui nécessitait une intervention, mais des plaques calcifiées qui étaient présentes. Un écho cardiaque aussi qui a démontré un remodelage concentrique du ventricule gauche, donc suggestif que l'hypertension n'a pas toujours dû être bien contrôlée. Par contre, on voit clairement la présence de sa valve aortique qui a été changée, puis aussi une calcification au niveau de l'anneau mitral. Donc, on voit qu'il y a des calcifications à d'autres endroits. Donc, c'est à peu près ce qu'on avait pour ce patient-là. Donc, établissement du risque cardiovasculaire. Donc, ici, ce patient-là, avec tout ce qu'il y a, on est rendu on a clairement un patient qui se mérite en prévention secondaire un traitement avec des hypolipidémiants. Et en ce moment, ce qu'on observe surtout, c'est que son bilan lipidique n'est clairement pas au seuil, donc de 1,8 pour le LDL, l'ApoB à 0,7 et le non-HDL à 2,4. Donc, très important, si vous regardez vos lignes directrices, discuter d'intensification de la thérapie, super important. Dans ce contexte-ci, on avait du Crestor à 10. Donc, vous pouvez imaginer qu'on pourrait augmenter, il y a de la place pour augmenter son Crestor. Et aussi, jamais oublier de discuter des habitudes de vie qui ont un impact sur tous les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, j'aimerais ça juste prendre un petit moment pour parler un peu de la LP petit a. Curiosité biochimique, ça a quand même été découvert en 1963 par un médecin généticien qui provenait de la Scandinavie, Dr. Berg. Puis, donc, la LP petit a, pendant plusieurs années, a été un peu oubliée. Il y a eu des gens qui ont continué à s'intéresser à faire des études et ça a été caractérisé. C'est une structure qui implique une molécule de LDL qui est associée à un lien disulfure à un ApoB, puis avec une glycoprotéine qu'on appelle lipoprotéine A, donc qui est une longue chaîne, vous pouvez le voir. Puis, on sait que ça se retrouve sur le 6e chromosome. Puis, il semble que d'un point de vue évolutif, il y a eu plusieurs délétions, duplications du gène, du plasminogène, qui est associé ou qui a une grande homologie avec l'apolipoprotéine A, donc sur le gène LPA. Et donc, ce qui explique un peu possiblement son impact, là, si on fait son lien avec le plasminogène, sur son athérogénicité. Donc, son rôle ou en fait, si je peux dire, son impact sur le pro-athérogène. Et donc, il y a une très grande variabilité dans la population concernant l'ApoA, ce qui fait qu'on a des valeurs biochimiques de LP petit a qui peuvent être variables. Donc, en parlant de la variabilité, on voit qu'il y a eu des études, ça c'est l'étude de Copenhague qui a regardé dans une population de 70 000 patients. Vous voyez qu'il y a une asymétrie quand on regarde la quantification de la LPA dans la population, où 80% de la population se retrouve sous 50 mg par décilitre et un 20% qui se retrouve complètement à droite de cette courbe-là. Donc, c'est quelque chose, c'est important de comprendre là, qui est déterminé génétiquement et il semble entre autres que les populations noires aient des taux franchement plus élevés que les caucasiens. Puis, et le taux d'LP petit a, c'est important de le dire, dépend uniquement de la structure de la peau. Donc, j'essaie de vous exposer un petit peu là, la LP petit a, est-ce que ça a un rôle décisif ou ça a un impact ou c'est associé à un plus grand nombre d'événements cardiovasculaires athérosclérotiques? En 2009, il y a eu une méta-analyse qui a été produite sur un nombre considérable de patients à partir de plusieurs études. Puis, si on regarde en présence d'une élévation importante ou on pourrait dire significative de la LP petit a, on voit clairement qu'il y a un chiffre vers la droite là, quand vous regardez le ratio de risque.
pour les événements coronariés, qu'ils soient fatals, les crises cardiaques non fatales ou les morts associées à des problèmes coronariens, il y a clairement, puis pour les strokes aussi, pour les AVC, on voit clairement un effet relié entre la LP-PETIA et ces événements. Donc, ça a été comme quelque chose quand même d'important. Par la suite, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il est connu depuis quelques années, là, on voit clairement que les patients qui ont une sténose de la valve aortique en présence d'une LP-PETIA, cette sténose progresse davantage. Et donc, ça a été observé. Et par la suite, il y a deux équipes intéressamment à Montréal, celle de Dr Tanasoulis et celle du Dr Tardif, qui est à l'Institut de cardiologie de Montréal. Donc ici, je vous ai mis à la droite dans le schéma là, une représentation d'un papier de son équipe où on voit clairement que le risque de sténose aortique semble relié à la présence d'un variant génétique de la LP-PETIA, donc, et qui est hautement associé à des taux élevés d'LP-PETIA. Donc, il semble y avoir une relation entre taux élevés d'LP-PETIA, certains variants génétiques et l'apparition de sténose aortique. Maintenant, qu'en est-il de nos traitements hypolipidémiens? Aujourd'hui, je vais m'en tenir aux statines, puis on va voir un peu où on s'en va. Il y a eu des choses qui ont été faites sur la niacine. Malheureusement, ce qui a été mis sur le marché concernant la niacine, ce n'était pas la forme qui avait un impact sur la LP-PETIA, mais il y avait eu des évidences qui suggéraient que la niacine pouvait abaisser la LP-PETIA. Les statines, malheureusement, n'ont absolument aucun impact sur la diminution des taux d'LP-PETIA. Par contre, on a pu voir, entre autres dans l'étude Fourier et par la suite dans l'étude Odyssée, qu'on observait en même temps qu'on observait des abaissements sur les événements cardiovasculaires avec cette thérapie, on observait des diminutions d'LP-PETIA qui pouvaient varier entre 23 et 27 Ce qui est intéressant puis qui nous amène à croire peut-être que de bloquer la LP-PETIA a un impact direct sur la présentation d'événements cardiovasculaires athérosclérotiques. C'est qu'avec les anti-PCSK9, on abaisse les LDL, mais on abaisse aussi la LP-PETIA et contrairement à l'utilisation unique des statines, les taux d'événements sont plus grands. Les taux de diminution d'événements cardiovasculaires sont plus grands. Donc, il semble possible. Par contre, on n'a encore aucune preuve qui démontre clairement que la classe des anti-PCSK9 via la LP-PETIA a un impact direct sur les événements cardiovasculaires. Maintenant, où on s'en va? L'inclisiran, certains peut-être ont entendu parler de ce nouveau médicament-là qui n'est pas encore sur le marché, qui en fait est une technologie différente, donc qui touche, c'est un interférent de l'ARN qui, au bout de la ligne, ce que ça fait, c'est que ça bloque la traduction de la protéine PCSK9. Donc, ça semble être très intéressant sur la diminution des taux de LDL. Par contre, qu'est-ce qui se passe au niveau des événements cardiovasculaires athérosclérotiques? Ben, on attend encore des résultats. Pourquoi je vous parle de ça, sans m'éloigner de la LP-PETIA, c'est est-ce que l'inclisiran a un impact comme on a pu voir avec les anti-PCSK9 qui sont l'évolucumab et l'aérocumab? J'avais retrouvé un abstract, donc un abrégé d'une présentation du Congrès européen qui suggérait qu'on pouvait observer des baisses de 14 à 26 %. Donc, en présence de cette thérapie, possible encore d'observer des baisses de LP-PETIA. Il y a d'autres approches qui sont en développement par antisens et par interférent de l'ARN. Donc, on verra qu'est-ce que tout ça donnera dans une dizaine d'années. Pour le moment, on n'a absolument aucune arme qui démontre clairement là, que d'abaisser la LP-PETIA, est-ce que c'est vraiment un facteur qu'on devrait contrôler ou c'est uniquement un biomarqueur qui nous indique la sévérité de la maladie cardiovasculaire chez les patients? Maintenant, la suite, c'est pour les cliniciens, c'est probablement les choses aujourd'hui, là, en 2021, qu'il faudrait retenir. Donc, qu'est-ce que les consensus canadiens nous disent sur la LP-PETIA?
Donc, il est recommandé de mesurer, Dr. Grégoire l'a mentionné plus tôt, la LP-PETIA une fois dans la vie de nos patients, complémentairement au bilan lipidique. C'est un peu, j'ai déjà entendu Dr. Thanasoulis mentionner, qui est un des auteurs des plus récentes recommandations canadiennes. Vous voyez ça un peu comme établir le groupe sanguin d'un patient. Donc, on évalue la LP-PETIA. Ça nous donne pour le moment un indice de est-ce que c'est un patient qui est serait éventuellement à plus grand risque d'avoir des événements cardiovasculaires athérosclérotiques. Donc, en prévention primaire, comme vous avez pu voir sur la cassure, là, quand on voyait la courbe pour les taux de LP-PETIA, la plus grande portion de la population se situe en bas de 50 mg par décilitre. Donc, c'est le 80 %. Donc, le 20 % qui est le reste, en haut de 50 mg par décilitre, on considère que ces patients-là, en premier, on devrait intensifier les changements des habitudes de vie et aussi contrôler, évidemment, les autres facteurs de risque qui sont associés aux maladies cardiovasculaires. Donc, la présence d'une LP-PETIA qui est au-delà de 50, c'est grandement associé à l'incidence, mais aussi si on parle un peu plus tard là, de la prévention secondaire, à la récurrence des événements cardiovasculaires. Donc, ça fait partie de ce qu'on peut appeler notre risque résiduel. C'est important en prévention primaire d'identifier les jeunes patients qui ont une LP-PETIA qui est particulièrement élevée, puis qui ont une histoire familiale positive. Et donc, d'où l'importance de tester, même si vous pourriez vous dire, j'ai aucun médicament qui va renverser ou je ne sais pas comment je pourrais prescrire un anti-PCSK9 à un patient en prévention primaire qui n'a pas une hypercholestérolémie familiale, mais qui a une LP-PETIA très élevée. Donc, ce qu'il faut faire, c'est, premièrement, vous utilisez votre jugement clinique avec les informations que nous présentent les recommandations. Il faut adresser les risques. Puis, au-delà des modifications des habitudes de vie, utiliser les outils de dépistage supplémentaires, score classique, échographie carotidienne. Puis, ça pourrait nous permettre d'introduire peut-être plus précocement et avec raison des hypolipidémias à ces patients en prévention primaire. Maintenant, en prévention secondaire, donc comme vous avez pu voir dans le cas que je vous ai présenté, on avait une LP-PETIA extrêmement élevée, puis ça demeure un prédicteur d'un grand potentiel de récurrence cardiovasculaire. Donc, d'autant plus important d'intensifier notre pharmacothérapie et puis d'introduire les anti-PCSK9 dans un contexte comme ça. Donc, si on revient maintenant à notre cas clinique que j'ai présenté au début, comme vous avez pu voir, là, je l'avais mentionné, on a majoré le traitement avec la rosuvastatine à 20 mg. Donc, on est allé de manière progressive. Puis, le bilan lipidique qui a été effectué quelques semaines plus tard, ça a permis de ramener sous le seuil le LDL cholestérol de 2 à 1,4, le non-HDL sous le seuil aussi à 2,1, notre ApoB de la même façon à 0,65. Est-ce que là, théoriquement, on pourrait se dire, on a atteint notre seuil, on arrête là, on n'a pas besoin d'en faire plus, on a une dose de Crestor à 20, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on augmente à 40? Est-ce qu'on rajoute les éthymides? Donc, c'est intriguant parce que on n'a pas comme je vous ai énoncé, on apporte des guides, mais moi, je pense que dans un cas comme ça, surtout très extrême, de 225, ici, je n'ai pas mis de slide, mais en Europe, vous avez pu constater, Dr. Grégoire a énoncé quelques éléments que font les Européens. Ils semblent être beaucoup plus sévères sur leurs recommandations. Quand on se retrouve au-delà de 180 mg par décilitre de LP-PETIA, eux considèrent que ces patients-là devraient être traités comme des patients qui ont une hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc, dans un contexte comme ça, moi, d'emblée, je serais porté
à augmenter à 40 mg le traitement de Crestor, puis par la suite évaluer l'ajout des éthimides et peut-être d'un anti-PCSK9. Surtout quand on sait qu'il y a un risque de récidive. Et éventuellement, on verra ce que les prochaines études nous apportera concernant les inhibiteurs de la LP-PTA, ce qui demeure encore un petit peu un flou. Mais par contre, on peut quand même mentionner que la LP-PTA à des niveaux élevés, c'est un signe d'alarme qu'il faut être attentif, puis peut-être être un petit peu plus agressif dans notre pharmacothérapie. Donc, moi, j'ai couvert mon cas clinique. Si on passe à la petite question, là, il y avait une question qui était posée. Je ne sais pas si ça vient. Ah, donc, je l'ai immédiatement. C'est lequel des patients suivants, dans un contexte de prévention primaire, pourrait être un candidat à un traitement hypolipidémia en présence d'une LP-PTA qui serait plus grand ou égal à 50 mg par décilitre. Donc, le premier, c'est une femme de 65 ans avec un risque de Framingham faible et présentant un taux de LDL cholestérol plus grand ou égal à 3,5 millimoles par litre. Un homme de 55 ans avec un risque de Framingham faible et présentant un taux d'ApoB plus grand ou égal à 1,05. Une femme, le troisième choix, une femme de 55 ans avec un risque de Framingham intermédiaire. Un homme de 65 ans avec un risque de Framingham intermédiaire. Et en 5 et 6, en 5, on a les énoncés 1, 2 et 4 sont vrais. Et en 6, les énoncés 1, 2, 3, 4 sont vrais. Donc, on voit que la grande majorité des gens ont choisi le choix 6 et on a certaines personnes là, qui ont choisi l'énoncé 1, 2 et 4. Fait que si on revient là, sur les questions, là, une femme de 65 ans avec un risque de Framingham faible et présentant un taux de LDL plus grand ou égal à 3,5. Donc, si vous tournez à vos guidelines, dans les gens en prévention primaire qui ont un faible risque, qui ont un LDL cholestérol plus grand que 3,5 et qui, en plus, ont un LP-PTA plus grand que 50. Donc, on pourrait, à ce niveau-là, donner un hypolipidémia compte tenu de l'association. La même chose, un homme de 55 ans avec un risque de Framingham faible. Donc, dès qu'on se retrouve avec un taux d'ApoB de plus de 1,05. Donc, si vous regardez, c'est exactement ça qui est marqué, en plus de la LP-PTA. Donc, ce patient-là aussi pourrait se mériter un traitement. Maintenant, ce qui se corse, c'est dans les deux derniers, une femme de 55 ans avec un risque de Framingham intermédiaire. Bien, là, c'est un peu tricky. Si vous lisez vos recommandations, c'est les hommes en haut de 50 ans et les femmes en haut de 60 ans. Donc, si vous êtes une femme, vous avez 55 ans, ben, théoriquement, selon les guidelines, on ne pourrait pas en conclure qu'avec la LP-PTA augmentée, cette personne-là pourrait se mériter un traitement avec un hypolipidémia. Par contre, chez les hommes en haut de 50 ans, donc ici, l'énoncé 4, en haut de 65 ans, on pourrait se mériter un hypolipidémia. Donc, à suivre, on voit qu'il y a des recommandations qui sont faites. Puis qui rendent peut-être un petit peu plus complexe l'analyse de la situation, mais je pense que j'ai essayé de vous exposer en quoi ça concerne la LP-PTA et surtout pourquoi on devrait prendre le temps de l'évaluer chez nos patients, puis de l'utiliser pour justement intensifier notre intervention. Donc, je laisse la parole à Dr. Fournier. Là. Parfait. Bien, merci beaucoup, Dr. Bocage, pour ce cas clinique et cette discussion.
Maintenant, on va passer à la période de questions avec notre panel d'experts. Donc, on va demander au Dr Grégoire qui a fait la première présentation, Dr Bocage, Dr Trudeau et Dr Roussin d'intervenir là, sur les différentes questions de l'auditoire. Donc, je me permets de peut-être revenir avec la question qu'on a abordée tout à l'heure avec Dr Grégoire au sujet de la place de la mesure du LP-PETIA pour stratifier nos patients en fonction des facteurs de risque au niveau de la décision par rapport au traitement ou non, là, par rapport à leurs facteurs de risque. Alors, je ne sais pas qui veut se lancer, là, peut-être Dr Grégoire en premier. Là. Oui, mais je pense que Dr Bocage a bien élucidé là, la problématique puis de l'utilisation potentielle de la LP-PETIA pour mieux stratifier le risque, principalement, entre autres, chez les patients qui sont plus jeunes, entre autres, les gens qui ont une histoire familiale positive, pour lesquels on n'a pas vraiment de facteur qui peut expliquer des manifestations cardiovasculaires précoces. La LP-PETIA peut nous aider beaucoup à mieux stratifier les patients. Je pense que le message à se rappeler, c'est que à ce jour, la LP-PETIA, c'est vraiment plus un indicateur de risque, un indicateur d'événements récidivants chez les patients qui ont déjà eu une manifestation clinique. Et c'est pas pour l'instant une cible thérapeutique, mais je pense que ça va nous permettre d'identifier et de nous aider à mieux peaufiner le risque chez certains patients et d'être encore plus agressif sur la prise en charge globale des facteurs de risque de coronaropathie, puis d'adresser donc le traitement pour l'hypémia si c'est requis comme tel. Moi, je suis d'accord avec Dr Grégoire sur ce point-là. On le sait depuis 20 ans que la LP-PETIA est là. On la demandait seulement si on ne pouvait pas s'expliquer un événement athérosclérotique clinique. Le grand pas qui a été fait dans les dernières lignes directrices canadiennes sur l'hyperlipidémie, c'est plutôt de le doser la première fois au premier bilan lipidique qui est fait dans la vie de quelqu'un, à savoir a-t-il cette maladie qui est génétique, là. Mais oui, c'est vrai, on n'a pas d'études à randomisé, contrôlé, à double insu, est-ce qu'à baisser la LP-PETIA, ça va prévenir des événements? On s'en doute, mais on ne l'a pas. Mais il y aura une étude qui sera disponible d'environ 1 an et demi qui est en train de se réaliser avec l'Evolucumab. Il faut juste savoir qu'on a une sous-étude aussi avec l'Evolucumab, qui est une sous-étude de l'étude de l'ADC, qui ont regardé. C'est sûr que c'est une étude a posteriori, donc il faut toujours faire attention, mais qui semblait suggérer que les patients qui, associés à l'Evolucumab, avaient eu une baisse substantielle de leur LP-PETIA, en plus de leur baisse du LDL cholestérol, ces patients-là semblaient avoir un bénéfice cardiovasculaire important. Encore une fois, pour faire attention, c'est une analyse a posteriori, mais c'est une brique de plus là, qui démontre que peut-être que de cibler la LP-PETIA en plus d'abaisser le LDL va être associé à des bénéfices substantiels. Ouais. Je pense qu'en plus de ce qu'on vient de discuter, c'est un outil très important pour le dépistage, puisque c'est d'origine génétique. Si quelqu'un a un LP-PETIA très élevé, il faudrait dépister, entre autres, les enfants. Est-ce que je pourrais faire une remarque? Absolument. Oui, merci, Carl. J'ai quelques, mettons, commentaires cliniques en marge du questionnement que Pierre a soulevé chez nous pour les gens qui sont en principe à faible risque avec peut-être LP-PETIA élevé. Puis, c'est bien beau, l'LP-PETIA, puis ça fait très longtemps que je la dose, puis je reviendrai peut-être sur l'augmentation particulière qu'on voit dans la maladie artérielle périphérique, mais je voudrais inciter que de regarder les antécédents familiaux d'un patient, pour moi, c'est vraiment majeur. Il ne faut pas juste regarder la biochimie quand le risque est apparemment faible. Un antécédent familial précoce, surtout coronarien, surtout chez un non-fumeur dans la famille, pour moi, c'est ce qui m'influence le plus dans la décision de traiter ou de ne pas traiter avec un médicament ou d'intensifier le traitement. Deuxièmement, quand les patients sont à risque faible et qu'on se pose des questions ou à risque potentiellement intermédiaire, sans histoire familiale tellement parlante, c'est là que le score calcique introduit par le consensus canadien que Jean a mentionné m'apparaît vraiment très utile, ou la recherche de plaques carotidiennes dans un endroit qui le fait correctement, qui le fait bien selon
des normes qui sont internationalement acceptées. Alors, si le score calcique est en haut ou égal à 1, qui n'est pas nul, pour moi, ça, c'est un élément qui fait que le patient est probablement pas à risque faible. Puis je dirais ça, peu importe le LP petit a. Et pour moi, ça va être un élément qui va m'amener à intensifier au moins l'approche non pharmacologique et probablement aussi à pencher du côté pharmacologique avec discussion avec le patient. Auparavant, les scores calciques rapportés et encore rapportés par nos collègues radiologistes, c'est risques faibles entre 1 à 100, modéré 100 à 300-400, puis élevé 300-400 sur une période de 5 ans. Ce qui est très, très confondant parce que quand on se fait dire par un rapport radiologique que le score est de 1 à 100, le risque est faible, je suis en désaccord clinique avec ça, puis je suis extrêmement heureux que le consensus canadien considère qu'un score n'est normal que s'il est de 0. Alors, en résumé, moi, je regarde les antécédents familiaux parce que ça m'influence beaucoup, peu importe le LP petit a, et j'utilise le score calcique et la recherche de plaques carotidiennes parce que ça m'aide à reclassifier les patients. Quand un jour, on saura si abaisser les LP petit a avec, par exemple, un inhibiteur PCSK9 ou l'inclisiran, c'est vraiment utile parce qu'on parle de traitement de 7 000 $ par année. Ben là, ça sera autre chose. Pour l'instant, je priorise de mieux classifier les patients avec l'histoire familiale puis des scores. Je sais pas ce que, Jean, tu penses de ça? Oui, mais je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est toujours complémentaire. Hein? C'est-à-dire que les modes d'évaluation qu'on fait chez nos patients, c'est toujours des modes qui sont complémentaires comme tels, puis qui nous permettent donc d'évaluer. Le score calcique, je vais en parler tantôt. Oui? Pour l'évaluation du risque, quelque chose qui est intéressant pour la LP petit a, mais c'est quelque chose qui est additif. Les patients qui ont des événements récidivants, puis qu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, le LDL cholestérol est bien en deçà du seuil, puis malgré tout, il y a certains patients qui ont des évolutions particulièrement orageuses, là, tu sais, qui font des oui, absolument. Des fois, on ne mesurait jamais la LP petit a. Et on a trouvé des patients qui avaient des valeurs très élevées pour lesquelles on va abaisser de façon encore plus importante le LDL cholestérol, puis on a des arguments pour le faire. Donc, la donnée, je pense, qui est importante, c'est de le faire une fois dans la vie d'un patient. Où ça va venir difficile, c'est que de savoir où elle est, cette donnée-là. Parce que j'ai bien peur que, étant donné qu'il y a beaucoup d'intervenants pour un même patient, qu'il y a beaucoup de docteurs qui vont faire la même mesure pour un même patient comme tel, et qu'on va se ramasser avec la duplication, puis qu'on risque d'avoir un examen qui est fait souvent. L'autre donnée également, moi, j'ai participé aux lignes directrices canadiennes sur l'Association des biochimistes canadiens comme tel. Et une donnée qui est importante, c'est que on s'entend pas encore sur la façon de donner la mesure. Nous, à l'Institut, par exemple, on le donne en milligrammes par décilitre. C'est-à-dire, chez nous, on le donne en grammes par litre. Il y a des laboratoires qui donnent en milligrammes par décilitre. Et peut-être qu'on devrait donner en nanomoles par litre. Donc, il faut standardiser la mesure à travers le Canada. Et le type de réactif utilisé d'une mesure à l'autre n'est pas également standardisé pour l'instant. Donc, c'est pour ça que les biochimistes, dans leurs nouvelles recommandations, vont s'assurer que les réactifs utilisés et la façon dont on va donner le résultat du LP petit a soit standardisé à travers le Canada pour que tout le monde ait la même référence et le même type d'analyse fait comme tel. Penses-tu, Jean, qu'en attendant qu'un taux qui est 2 fois la limite supérieure rapportée par le laboratoire qui nous le donne, ça peut être utile ou ça serait même 3 fois, pour départager ce qui est vraiment anormal de normal, peu importe l'unité? Oui, c'est sûr que qu'est-ce qu'on dit, c'est qu'un patient qui a une valeur de plus de 100 mg par décilitre, là, c'est vraiment un patient dont le facteur de risque LP petit a est majeur. C'est sûr, on dit 50, là, mais si vous avez au-dessus de 100, et comme Dr. Bocage disait tantôt, on a même spécifié dans la recommandation qu'un patient qui a une valeur de plus de 180, mais ces patients-là ont souvent des manifestations cliniques qui s'apparentent aux patients qui ont une hypercholestérolémie familiale hétérozygote. Donc, c'est ces gens-là, il faut les traiter hyper agressivement, pas juste au niveau lipidique, mais s'assurer que la totalité des facteurs de risque soit bien adressée comme tel.
Merci. J'aurais aimé, merci à vous tous là, pour vos commentaires. Là. Je trouve ça très intéressant. Je commence parce que a mentionné Dr. Roussin. Moi, je pense que tout à fait, là, il faut qu'on regarde, on utilise tous les outils qu'on a de dépistage pour avoir un dossier vraiment plus global des patients, pas juste se fier à une donnée biochimique, surtout dans un contexte comme ça où on n'a pas plein d'outils avec plein de preuves que de renverser ça, ça a un impact immense ça a un impact clair là, sur la récurrence. Ceci étant dit, moi, dans ma région, le score calcique, là, c'est pas quelque chose de si facile que ça à demander. Puis deuxièmement, moi, j'ai commencé il y a à peu près plus d'un an là, à demander la LP-PTA. Puis je me questionne vraiment si c'est pas plus élevé dans ma région qu'ailleurs. Parce que des valeurs en haut de 50, là, c'est comme une créatinine en haut de 100, là, j'en ai plein là. Puis des valeurs en haut de 100, là, j'en ai énormément. Puis dans les 200, j'en ai vu quelques-uns. Fait que je pense pas que c'est mal dosé. C'est dosé entre autres à Toronto. Donc, je sais pas, quand je vois 20 je sais pas si c'est égal dans notre région, surtout que génétiquement, ce qu'on mentionne surtout dans la littérature, c'est que c'est des populations soit afro-américaines. Je ne sais pas s'il y a une différence entre les Africains puis les Haïtiens ou les Noirs d'Amérique, mais clairement, il semble que ces gens-là sont surtout les populations qui ont des taux les plus élevés. Dans les Caucasiens, j'ai pas vu tant de différence. Là. Donc, fait que ça, je trouve ça très, très intéressant. Deuxième chose, je pense que je l'avais mis dans une de mes diapos, mais il semble qu'en insuffisance rénale chronique, on verrait une modification, donc une élévation de la LP-PTA, puis une manière contraire en présence d'insuffisance hépatique. Et il y a quelqu'un qui a mentionné, là, je me demande si c'est pas le docteur Trudeau tout à l'heure, qu'on devrait doser chez les enfants. Puis, ce que j'ai lu, moi, brièvement, pour ne pas avoir eu la chance de discuter de ça antérieurement, mais les enfants qui auraient des LP-PTA élevés auraient plus de risques de maladies thromboemboliques. Donc, je ne sais pas s'il y en a un. Malheureusement, il n'y a pas de pédiatre avec nous ou de pédiatre spécialisé dans le domaine, mais je ne sais pas s'il y a-t-il quelqu'un de vous qui aurait un commentaire à faire? Oui, moi, je n'y crois pas. Et c'est clair qu'il y a un lien entre le type de molécule et la plasmine, mais chez mes patients avec LP petit a très, très élevé, et ça, c'est mes patients avec maladie artérielle périphérique, bien évidemment que c'est empirique puis c'est personnel, mais je constate vraiment pas une incidence augmentée de thrombophlébite, même chez ceux qui voyagent là, en Asie, etc. Ce qui fait qu'il y a un lien théorique, physiopathologique, fondamental, je veux bien, mais un risque clinique réel de thrombophlébite profonde embolie pulmonaire, clairement statistiquement associé à LP petit a, je reste encore à convaincre. Quand je parlais des enfants, c'était à partir de 15 ans, comme ceux qu'on dépiste pour le cholestérol familial. Les grands enfants. Il ne faut pas oublier que la LPTA a 3 fonctions. Hein. C'est plein d'ApoB, mais c'est également pro-inflammatoire. Et ça a une tendance probontique aussi. Mais André, tu ne sembles pas en avoir vu, là. Non. Je ne sais pas ce que Jean pense, parce que tu connais super bien cette littérature-là, Jean. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à l'Institut, pendant longtemps, nous, quand on faisait des bilans de thrombose inexpliqués, là, antithrombine 3 et compagnie, souvent, on dosait l'LP-PTA à cause du lien entre le plasminogène et justement l'LP-PTA. Je ne sais pas ce que ça a donné là, comme manifestation. Puis, souvent, lorsqu'on fait un bilan de thrombophilie extensif chez les patients, on trouve d'autres choses, certainement, que la LP-PTA. OK. Puisque c'est pro-inflammatoire, est-ce qu'il y a déjà eu une étude, peut-être Dr. Beaucage peut nous le dire, mais une étude qui montre l'utilité de donner une aspirine aux gens avec un LP-PTA élevé? En fait, c'est intéressant ce point-là. J'ai lu récemment un article qui datait déjà d'une dizaine d'années. Puis bon, à cette époque-là, il n'y avait pas eu encore les résultats sortis là, avec l'étude Fourier, les Odyssée aussi. Là. Et c'était quelque chose qui avait été mentionné par les Européens, de rajouter de l'aspirine à ces patients-là. Mais est-ce que
Je pense que c'est discutable. Là, oui, c'est discutable. Souvent, les patients qui vont avoir des risques de récurrence, ont déjà des antiplaquettaires, soit de l'aspirine ou autres antiplaquettaires. Là. Donc, mais est-ce qu'on pourrait le faire en prévention primaire? Je ne sais pas. J'ai de la misère à dire oui. Là. En tout cas, il n'y a pas de lien entre la HSCRP, qui est un marqueur inflammatoire, et la LP petit a. Puis si le patient n'est pas obèse. Je vais me permettre une question de l'auditoire, messieurs. Je vous remercie de vos interactions. Je pense que vous êtes très dynamiques. Alors, les gens dans la boîte de clavardage me demandent ici, est-ce que c'est accessible facilement, le dosage de l'ApoB, du LP petit A? Où est-ce qu'on peut demander ça à Montréal, en périphérie? Est-ce que c'est facile d'accès? Je pense qu'on le demande dans les laboratoires. On le demande comme le laboratoire. Puis comme le Dr Bocage a dit, lui, le dosage de LP petit A est fait à Toronto. Là. Donc, si on le demande, il va être fait dans un laboratoire comme tel. Nous, le dosage de LP petit A est fait maintenant au CHUM, je crois. Parce que c'est des laboratoires qui sont sans. Donc, le demander, on va avoir une mesure comme la PPTA, comme le APOB, APOA. C'est pas nécessairement dans votre local. Mais l'erreur qui arrive souvent, Jean, si les gens n'écrivent pas vraiment bien LP petit a, c'est que c'est l'APOA qui est faite en même temps que l'APOB, puis là, on reçoit l'APOA, puis pas le LP petit a. Oui, du côté McGill, c'est fait par Optilab au CUSUM. C'est ça. Il y a une mesure, si vous le demandez, ils vont l'envoyer à un laboratoire là, pour le faire. Une question ici qui nous est adressée par l'auditoire. Là, quand on veut stratifier un patient, on veut le mettre, là, puis on a ces différentes mesures-là qui sont disponibles. Est-ce qu'on demande un ApoB, un ApoA, le LP petit a? Lequel on privilégie ou on les demande tous, là? Je pense que ce qui est assez clair, c'est qu'on a notre bilan lipédique standard, on a notre NO-HDL, tout ça qui nous aide beaucoup à stratifier le risque de notre patient. Il faut calculer chez le patient en prévention primaire le risque de Framingham, mais pas négliger l'âge vasculaire, comme vous savez. L'âge vasculaire qui, lorsqu'on qu'on discute avec un patient, ça lui dit beaucoup plus quelque chose que de parler d'un pourcentage de risque comme tel. Puis si on a de la difficulté à évaluer notre risque, principalement chez le patient à risque intermédiaire, mais on a certains outils, comme Dr Rousset en parlait tantôt, entre autres, le score calcique qui est décrit. On va parler des recommandations tantôt. Et les gens qui ont une histoire familiale précoce de coronaropathie, mais je pense que le dosage de l'ALP petit A, ça peut être très important pour mieux évaluer le risque. Mais il n'y a pas de recette magique, là. C'est vraiment du cas par cas. Et c'est principalement le patient intermédiaire qui va nécessiter une évaluation un petit peu plus précise. Le patient qui est à très faible risque, c'est un patient quand même dont son devenir cardiovasculaire est quand même favorisé. Le patient a un risque intermédiaire, mais beaucoup de ces analyses-là vont permettre soit d'augmenter leur classe de risque ou de le laisser comme tel. Donc, je pense que ça peut être favorable.